première rencontre avec Stanley Brodien. Stanley Brodien Yarana. Bonjour Michel. Et merci de m'avoir accordé cette interview. On se connaît peu, mais je crois qu'on a plein de choses à se raconter. Oh, certainement. Nous avons un point commun, nous avons été dans l'enseignement l'un et l'autre un bon nombre d'années. Voilà. Moi, je suis plus âgé que vous, de beaucoup, mais quand même, je pense que nous avons une expérience similaire qui fait que nous allons nous entendre très bien. Alors, avec Nirvana, nous savons un peu l'origine de la famille. Vous avez la même passion pour la généalogie que Nirvana? Vous êtes intéressé aussi à... Je fais la généalogie avec mon épouse parce que nous sommes mormons. Alors, on est plongé là-dedans. Oui, puis vous avez des facilités extraordinaires. Voilà. Vous avez une mise au point de la technique, des recherches, de l'argument. Voilà, c'est ça. Nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est sur ordinateur. On reçoit ça directement de Salt Lake, puis on travaille dessus. Voilà. Vous êtes remonté jusqu'à quelle année pour les premiers Brodiens? Alors, pour les Brodiens, nous sommes montés jusqu'en Suède. Alors, l'année en Suède, oh là là, je l'ai pas en tête, mais on est monté jusqu'en Suède puisque mon arrière-grand-père était suédois. Le père de mon père est un Suédois. Oui, c'est proche. Ah oui. Relativement. Voilà. Il y en a eu qu'un seul qui est venu ici, il s'appelait Gustave Nicolas Brodien. Et lui, il a donné toute la descendance des Brodiens. C'est-à-dire que si je rencontre quelques Brodiens que ce soit, c'est un cousin. Parce que nous avons le même ancêtre. Voilà. Et du côté de votre maman? Alors, du côté de ma maman, on est monté assez loin. Alors, chez les Chapman, on est monté jusqu'à Cromwell. Oh là! Voilà. Parce que les Chapman sont des soldats de carrière. Et le Chapman, notre ancêtre à nous, il était avec Cromwell. Et Cromwell l'a envoyé aux États-Unis, à l'époque pas aux États-Unis, mais je sais plus comment on appelait ça, le Nouveau Monde. Et donc il est parti et avec l'argent qu'on lui avait donné pour établir, je dirais, les grandes propriétés pour faire du travail et tout ça. Et ils sont restés là. Et entre-temps, Cromwell avait été attrapé, on l'a décapité. Et ils se sont retrouvés, il y avait plus personne, quoi. Et ils sont restés aux États-Unis. Mais du côté de ma mère, nous avons une descendance d'Indiens. Mon arrière-grand-père qui vivait à Paher, là-haut, on l'appelait l'Indien. C'était les gens de Tahiti qui l'appelaient l'Indien. Et il a toujours vécu à Paher. Et il est mort à Paher. Là, sur notre propriété que nous avons à Totoé. À Totoé. Voilà, il a vécu là et il est mort. L'Indien, il serait venu d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord? Alors, nos origines à nous, c'est les Indiens, soit les Apaches ou les Comanches. Mais c'est plus... Bon, nous, j'ai regardé un peu parce que mon grand-père qui a quitté l'Amérique pour venir ici avec sa femme, il venait du Connecticut. Et le Connecticut a été, je dirais, occupé par les Comanches. Et il semblerait qu'il reste encore une tribu dans le Connecticut, là, près de New York. C'est de là d'où nous venons. Mais eux, alors mon grand-père Chapman, qui était l'anglais, mais qui s'est marié avec une indienne, était un constructeur de navires. Et il est venu à Tahiti avec son propre navire. Il l'a fabriqué, il est venu ici. Et il a continué le commerce avec les États-Unis, Tahiti, l'Australie, puisqu'il faisait un commerce un peu, je dirais, triangulaire, sans ramasser d'esclaves. Mais je sais que M. Chapman, notre ancêtre, est à l'origine de la venue des Chinois ici. Voilà, il les a fait venir ici pour travailler dans la canne à sucre chez les cousins, les Stuarts, à Timauno. Voilà. Parce que c'était la propriété des cousins Chapman, qui sont les Stuarts. Et puis après, tout a été vendu, ils sont repartis aux États-Unis, sauf notre arrière-grand-père, lequel est resté ici. Les enfants, il a eu des enfants, les enfants se sont mariés avec des Tahitiennes. Et nous voilà, nous sommes les descendants de Monsieur Chapman.
C'est beau d'avoir toutes ces origines finalement. Ah oui. C'est un métissage très riche. C'est un apport extraordinaire de régions tellement différentes. Et une culture, parce que vous êtes obligé de chercher d'où vous venez et qu'est-ce qu'on est en réalité. Nous sommes américains, nous sommes suédois, nous sommes anglais, indiens. Et c'est bon de connaître l'histoire. Mais moi, je suis fier, hein. Je peux te dire que je suis très fier d'avoir tout ce mélange en moi. Et je vois maintenant mes enfants, mes petits-enfants surtout maintenant, ça ressort. Et on les voit, ils sont très vifs, l'œil très curieux, ils se posent des questions et tout. Je trouve ça formidable. Ils sont très ouverts. C'est formidable. Alors Stanley, vous, quel est votre plus ancien souvenir d'enfance? Vous êtes né à Papeete? Vous êtes né à... Alors, on est né à Papeete. Mon petit frère, ma sœur et moi sommes nés à Papeete. Et en 56, alors je vais raconter, en 56, mon père et ma mère partent en Nouvelle-Calédonie. C'est le nickel. C'est le boom du nickel. Le boom du nickel. Les voilà partis en Nouvelle-Calédonie. En 56, mon grand-père meurt, Monsieur Chapman. Ma mère doit revenir. Alors, elle revient en 57 parce que il fallait faire le partage des terres. Alors, elle est venue et puis, ça s'est pas passé comme elle voulait parce que... c'est toujours délicat, les partages de terres. Oui, oh là là, c'est très complexe. Et ensuite, on est quand même resté 3 ans ici. Et ensuite, nous sommes repartis et on est arrivé le 1er mars 1960. Et on est arrivé, c'était la Calédonie, je dirais coloniale. Toutes les maisons étaient des maisons coloniales en bois, magnifiques. C'était une très, très belle ville. Les gens étaient très, je dirais, très friendly, on dirait, je sais pas en anglais, mais je sais pas comment on dirait en français, mais on n'avait pas de problème. Vous savez, on était beaucoup de gosses là où on habitait dans la presqu'île de Ducos. On jouait avec avec des Wallisiens, des Javanais, des Vietnamiens, des petits musulmans. Je ne savais pas ce que c'était que les musulmans. Puis un jour, vous savez, les Javanais sont musulmans, hein, de religion musulmane, mais j'avais des petits Arabes, des petits Algériens qui étaient musulmans aussi. On jouait, mais... Oui, sans différence aucune. Aucune différence. Ils nous invitaient simplement quand il y avait le Ramadan. Mes petits copains javanais qui venaient à l'école avec moi disaient « Tu viens tout à l'heure parce que après le Ramadan, on va manger. Oh, » Moi, j'y allais et on mangeait bien. On mangeait du bami, c'était pantagruélique. Et on allait à chaque fois que c'était la fin du Ramadan, on allait chez eux, on mangeait. Parce que mes copains me disaient « Non, il faut que tu viennes, c'est important. » J'ai dit « D'accord. » Mais voilà, nous, on était des gosses, on jouait, mais on ne faisait pas de distinction. Toi, t'es haïtien, toi, t'es mal. Ça n'existait pas, ça. Nous étions des enfants. La langue commune que vous parliez en enfance, c'était le français. Voilà. Alors, chaque communauté parle sa langue chez elle. Hein. Par exemple, le petit Javanais va parler le malaisien. Hein. Le petit arabe, il parle arabe chez lui. Le tahitien, le tahitien. Le wallisien, la langue wallisienne ou futunienne, parce qu'il y avait des wallisiens et des futuniens. Et puis il y avait les blancs. Voilà, nous en Calédonie, on a l'habitude de dire les blancs. Alors, pour certains, c'est péjoratif, mais pas pour nous, c'était pas péjoratif. Il y avait les blancs, il y avait les Kanaks, on s'entendait bien et on allait tous à la pêche ensemble. Et cette diversité était créée par le nickel. C'était tous des travailleurs du nickel. C'est ça. Et il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait pas de bagarre. Au contraire, on attendait les grandes vacances, parce qu'à l'époque, les vacances, c'était toujours tous les trimestres, on avait 15 jours, et on se retrouvait, on faisait des pêches ensemble, on allait pêcher, parce qu'on est... Voilà. À l'époque, nos parents n'étaient pas riches, hein. Mon père, il touchait 30 000 francs par quinzaine, donc il touchait 60 000 par mois. Mais à cette époque, dans les années 60, c'était beaucoup, hein. Mais
il fallait faire attention à la nourriture. Alors tout était cadenassé, on pouvait pas toucher. Mais il fallait qu'on parte parce qu'on avait faim. Alors tout ce qu'on trouvait, on mangeait. La papaye verte, les mangues qu'on trouvait, les pauvres mangues, elles étaient toutes petites et vertes, mais on les mangeait parce qu'on avait trop faim. Et ce qu'on faisait, c'était d'aller à la pêche. On allait à la pêche au crabe, aux poissons et aux coquillages. Et toutes ces choses étaient cuites au bord de mer sur des grandes tôles quand on faisait le feu et on posait dessus et on les mangeait là même. Dès que c'était cuit, on les mangeait. C'était une vie très naturelle. Oui, mais on était heureux. Hein. On n'a jamais été malheureux. Hein. Je peux pas dire que j'ai été malheureux. Je trouve que j'ai eu des expériences extraordinaires quand j'étais jeune parce que il y a eu tout ce mélange d'enfants. Et chacun apportait sa diversité, ce qu'il connaissait chez lui, il le faisait. Et c'est comme ça qu'on a grandi comme ça. Dans une tolérance naturelle. Ah oui. Voilà. Et après, la politique est venue, ça a un peu changé, mais ça va. De Tahiti à Nouméa, j'ai promené mon bel amour. Et cette île baignée de soleil a fini par prendre mon cœur. Le vert feuillage de la chêne sert d'abri aux fiers cagous. Cet oiseau gris devenu rare que tu as choisi pour emblème. Nouvelle-Calédonie, bercé par les alizés, tu enchantes le voyageur qui jusqu'à toi est venu. Ton grand lagon garde dans ses eaux tant de merveilles qu'elle fait rire. Les palétuviers du rivage ont l'air de marcher sur les flots. Donc vous avez fait toute votre scolarité là-bas? Ah, j'ai fait toute ma scolarité en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que quand j'ai quitté Tahiti, j'ai fait la section enfantine et le CP et un début de C1 à l'école Vienno. Et puis on est parti et on est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais au Sacré-Cœur et j'ai refait le CE1, CE2, CM1, CM2. Mais il n'y avait pas de difficulté, hein. Je trouvais ça extraordinaire. J'étais dans une école, c'était confession catholique. J'ai fait mon collège chez les catholiques, une partie du lycée chez les catholiques, à Blaise Pascal, et puis j'ai passé le bac, ce lycée-là, le lycée La Pérouse. J'ai passé mon bac là, au lycée La Pérouse. Et tout de suite, vous avez pensé à l'enseignement ou c'était pas une idée qui vous... Non, c'était pas ça le métier que je voulais faire. Lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à apprendre à piloter. L'argent que j'ai eu, ça venait de mon papa Fahamou, parce que j'étais bon en maths, lui il était excellent en maths. C'était un Paumotu chinois, mais brillant en mathématiques et brillant au niveau de la rédaction. Pourtant, c'est un Paumotu, un chinois. Et puis ensuite, j'ai travaillé un petit peu pour avoir un petit peu de sous pendant les vacances. Et j'ai demandé une bourse pour commencer, pour finir, pour que je puisse piloter définitivement. Et j'ai eu ma bourse. J'ai eu une bourse. Et avec cette bourse, j'ai eu les 2 degrés. Je suis devenu pilote privé. Et je faisais Et puis, comme je n'ai pas appris à piloter dans un club, mais à côté du club, il y avait un cercle aéronautique qu'on appelait le cercle aéronautique de l'Île-Loing. Il y avait un instructeur dedans, c'était Monsieur Lafargue, ancien pilote du Front Populaire. Il a eu qu'un élève, parce que comme il est chef pilote, il fait passer les examens, il a eu qu'un élève dans sa vie, moi.
Il était très rigoureux dans le pilotage. Bon, je le remercie parce que j'ai piloté toutes sortes d'avions. Il y avait des avions dont tout le monde avait peur de voler avec, alors que il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est un avion comme un autre. Bon, c'est vrai que l'avion était léger, donc il fallait tenir compte de tous les paramètres extérieurs, le vent, machin. Oui, ben oui. Pour moi, c'était... je suis passé d'une 2 chevaux, j'ai appris à piloter d'abord un avion de 100 chevaux, une petite 2 chevaux, et ensuite de la 2 chevaux, je suis passé sur une voiture de course. C'était un Robin, qu'on disait un DR400, 180 chevaux. Il était en toile et en bois, avec des ailes en dièdre. Mais j'ai piloté cet avion, mais j'ai pas piloté que ça, hein, j'ai touché tous les types d'avions, hein, les push-pull, les bimoteurs, mais voilà. Et avec ces avions, bah, des fois on partait, on allait sur les îles, hein, Mare Lifou Véa, chercher des gens, et moi on me demandait d'aller chercher les pilotes, parce que vous savez, en Nouvelle-Calédonie, les grands minéraliers viennent dans la baie, et avec les chalands, les chalands s'approchent des bateaux, vident le minerai dans les soutes du bateau, et ensuite le bateau direction le nickel, ou sinon c'est les Japonais. Mais pour faire entrer un bateau dans les grandes baies de Calédonie, ben, il faut un pilote qui appartient à la compagnie de pilotes de Nouvelle-Calédonie. Ok ? Et moi, j'allais les chercher quand ils avaient terminé, donc j'atterrissais. Alors des fois, on atterrissait dans des endroits, c'est de l'herbe. Il n'y a pas de piste. Ils sont pistes. Oui. Alors bon, ben moi j'arrivais, j'avais pas peur. Hein. Je posais mon avion, je savais ce qu'il fallait faire. Puis on redécollait, on repartait sur Nouméa. Alors des fois, ben on ne pouvait plus traverser la chaîne des montagnes, donc il fallait passer par le bord de mer et on faisait un long trajet pour arriver à Magenta. Mais c'était bien. Moi j'ai piloté pendant des années. Et puis j'avais dit, bon ben je vais en faire mon métier. Donc j'ai commencé à étudier tout seul tout ce qui servait à voler aux instruments. C'est-à-dire que, vous savez, les avions actuels et surtout les avions comme Air Tahiti, tout ça, les pilotes volent en IFR. Ils ne volent pas à vue. C'est en IFR. Peut-être à l'atterrissage, bon, ils ont un peu un vol à vue, mais sinon, c'est les instruments qui guident l'avion. Si vous montez sur Air Tahiti Nui, sont les ordinateurs qui vous guident jusqu'à Los Angeles. Hein. Et puis bon, et j'ai étudié tout ça. Et quand il a fallu, alors, mon instructeur me dit, bah écoute, je vais faire une lettre. Tu vas aller à la banque, tu vas demander voilà. Un jour, on nous dit, ben écoutez, si vous voulez passer les examens, on va faire venir quelqu'un de France. Il va venir, il fallait lui payer l'hôtel, les repas, l'apprentissage, parce que c'était son métier, donc il fallait le payer aussi, et payer l'avion, parce que les avions qu'on utilisait ne nous appartenaient pas. Il fallait les louer chaque fois. Il fallait les louer. Et alors à l'époque, on me demandait 5 millions. Alors, 5 millions, c'était dans les années 70. Bon, je suis quand même allé à la banque, je suis allé voir. Alors, à l'époque, on n'avait qu'une banque, hein. C'était la banque de l'Indochine. Ça n'existait pas, les autres banques. Et en Calédonie, il y avait les CCP, la banque d'Indochine. Donc, je vais voir le fondé des pouvoirs, je lui dis, est-ce que je pourrais avoir 5 millions? Voilà, monsieur Lafargue me dit, il me fait un papier comme quoi, si jamais je réussissais, il me prendrait sur Transpac. Parce qu'il n'y avait pas Air Calédonie, ça n'existait pas. C'était Transpac. Alors il m'a dit, ouais, c'est pas mal, mais il me faut quand même 2 cautions. Où voulez-vous que je trouve 2 cautions? C'était la Nouvelle-Calédonie, c'était le pays des Blancs, et on disait le pays des Caldoches. Très difficile d'entrer dans ce milieu. Moi, je ne peux pas demander à des Tahitiens. Les pauvres, ils gagnaient même pas le SMIC, c'était 60 ou 40 000 francs par mois. Mais les banques n'acceptent pas. Et puis, bon, comment je suis arrivé dans l'enseignement? C'est tout simple. Je pouvais plus continuer. Bon, j'ai continué à piloter, bien sûr, mais je pouvais pas en faire mon métier. Et puis, en lisant le journal, je vois
l'école normale va faire passer encore un autre examen pour 10 places. Il s'avait déjà recruté 40, il restait 10 places, il y avait 50 places à l'origine. Oh, bah écoute, j'ai dit, je vais y aller, je vais me présenter. Et je suis allé. Et j'ai été reçu. Ah oui, alors là, pas eu de problème. Hein. J'étais premier des 10. Cool. Et puis, alors, encore une autre chose, c'est qu'il y avait un monsieur, c'était le psychopédagogue. C'était lui il a été directeur à Madagascar et il a pris sa retraite. Il est venu en Nouvelle-Calédonie et il a continué à travailler à l'école normale. Et donc on va cet examen-là se passe en 2 temps. Il y a l'écrit. Bon, l'écrit, il n'y a pas eu de problème. Sur 120, on était 120 ou 150. Il restait que 30. Et puis bon, les 30 doivent aller passer l'oral. Et moi, je suis tombé sur une fable d'Ésope qui parlait de la justice et tout. Et puis, ce monsieur me pose la question, quel est le symbole de la justice? Je lui dis, attendez, je dis au jury qui est là, je dis, attendez, je sais, je l'ai vu, c'est sur le fronton du tribunal. Quand on vient, on voit, c'est flagrant. Il faut que je me rappelle, faut que je me remémore tout ça. Et ce monsieur me dit, regardez dans le texte, c'était la fable d'Ésope, puis en regardant le texte comme ça rapidement, je vois, c'était la balance et l'épée, parce que l'épée tient la balance. Là, dans la justice, on tranche, et la balance, elle étudie le cas des... Et je lui dis, voilà, c'est ça. Et j'explique le symbole, machin. Je suis resté 20 minutes. Il m'a dit, excellent, vous pouvez partir. Et quand je suis revenu, j'étais premier. Voilà. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai revu par la suite parce qu'il donnait ses cours, et il me dit, Monsieur Bourdieu, il faut que je vous voie. Je dis, d'accord. Bon, je vais le voir. Il me dit, vous savez, vous m'avez subjugué. Je dis, ah bon? Dans quel sens? Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous qui a les yeux, machin. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites en dehors de l'enseignement? Je suis le président de Loisirs Pleine Nature en Nouvelle-Calédonie. Et je faisais des sorties. J'emmenais des gens avec moi, on allait marcher dans les... vous étiez très actif. Ah oui. J'allais à la chasse à l'époque parce qu'il fallait manger. Alors bon, je connaissais par cœur, je savais comment me repérer dans la brousse et tout. Vous montiez à cheval? Ah oui. Oui, moi je montais à cheval, je n'ai pas peur de ça. Et bon, il me dit, mais vous m'avez subjugué, parce que on sent la vivacité dans le machin. Et puis, pendant la période de l'école normale, je les ai amenés à l'île des Pins. Je pilotais, puis je les ai amenés à l'île des Pins. Puis là, ils m'ont dit, mais on est arrivé sur la plage de Canumera, au relais de Canumera. C'est une plage, c'est unique en Nouvelle-Calédonie. Cette plage, c'est comme de la farine. Elle vous colle à la peau, mais c'est de la farine. Mais une plage avec une baie, mais c'est le paradis cette île. Et je les ai tous emmenés. Alors j'ai emmené également, comment j'ai emmené la directrice de l'école normale, par hasard. Alors, quand j'allais dans le sud, des fois, j'allais tout seul, parce qu'il fallait que je repère des coins, de manière à ce que les prochaines sorties, je vais amener les personnes là, je vais leur dire. Et vous savez, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, il y a des fleurs, des plantes endémiques, que dans cet endroit, parce que c'est un maquis minier. Des fleurs magnifiques, avec des formes extraordinaires. Et puis de temps en temps, quand j'en voyais, par exemple, il y avait une sorte qui était il y en avait un peu partout, je coupais, puis je faisais des petits bouquets avec des manches. Puis un jour, je rentre à l'école normale, j'avais été le dimanche, je marchais tout seul et j'avais fait mes bouquets. Puis je suis venu, puis j'ai vu la secrétaire, j'ai dit, tiens, voilà, je t'apporte ça. J'ai trouvé ça dans le maquis là-bas et je te le donne. La secrétaire s'appelait Madame Fichter, elle a dit, oh là là. Puis elle a dit, je vais donner à Mademoiselle Loubert, c'était la directrice de l'école normale. J'ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais sinon je peux t'en apporter un autre encore, je l'ai à la maison, je vais te le donner.
Elle m'a dit, ah, on va donner à mademoiselle Loubert. Je dis, ok, d'accord, on va le lui donner. Mais moi, je m'en suis pas occupé. Hein. Bon, elle a fait, puis elle a déposé le bouquet. J'avais fait un genre d'ikebana avec ce truc-là, c'était magnifique. Puis elle a déposé sur son bureau. Quand elle est arrivée, elle dit, mais d'où viennent toutes ces belles fleurs? Mais qui vous a apporté ça? Elle dit, c'est Monsieur Brodien. Ah. Elle dit, vous lui direz qu'à la pause des cours, je veux le voir dans mon bureau. Alors j'ai dit, bon, okay, je vais la voir. Elle me dit, Monsieur Brodien, d'abord je voudrais vous remercier. Ah, mais c'est extraordinaire ces fleurs-là, mais où les avez-vous eues? J'ai dit, dans le sud, parce que j'y vais souvent. Ah, est-ce que vous pourriez m'emmener? Je dis oui, parce que j'ai une association et j'emmène les gens. Mais j'ai dit, je peux vous emmener vous tout seul, comme ça vous allez bien voir, hein. Pourquoi il faut pas... Alors je lui ai dit, voilà, on est arrivé dans le massif, et je lui ai dit, vous savez, quand j'emmène les gens ici, je suis très strict. Il ne faut pas casser les fleurs, pas casser les plantes, il faut rien toucher. Parce que toutes les plantes qui sont là, elles sont endémiques. Je suis strict là-dessus, il faut protéger la nature. Elle me dit, mais c'est magnifique ce que vous faites. Mais j'ai dit, je sais pas, moi je trouve ça, c'est naturel, quoi. C'était avant-garde, mais c'était pas encore l'époque de l'écolo. Non. Mais moi je le faisais. Alors je l'ai emmené jusqu'à un endroit qui s'appelle la cascade de la Madeleine. C'est magnifique cet endroit. Il y a une cascade extraordinaire. On a l'impression que l'eau vient d'un plateau et puis d'un seul coup il y a eu une cassure et c'est la cascade. Et autour de cette cascade, il y a un résineux qu'on appelle le Calotropsis. Il y en a beaucoup à cet endroit. Alors, moi je ramasse les bois morts et je les scie. Et si vous sentez, c'est un peu comme le santal, un peu comme le santal. Ça sent bon, mais c'est un résineux. Alors je lui dis, écoutez, on va prendre ça, je vais vous donner. Et je scie tout ça, je lui donne. J'ai dit, regardez, sentez. Elle m'a dit, mais c'est extraordinaire. Mais comment avez-vous su tout ça? J'ai dit, grâce à monsieur, je sais plus comment il s'appelait ce gars-là. Il travaillait à l'Orstom et je partais avec lui. C'était un botaniste. Donc j'allais avec lui et j'ai appris le nom des plantes grâce à ce botaniste. Monsieur Roux, voilà, il s'appelait Monsieur Roux. Il travaillait à l'Orstom à l'époque. Et il m'a dit, ça vous intéresse? J'ai dit, moi je suis passionné des plantes, faut être là, tout ça. Et donc on a fait le maquis minier, tout ce qui était le massif, c'était immense. Et il me dit, je vois que vous êtes vraiment intéressé. J'ai dit, ah oui, moi je veux tout apprendre. Et j'étais à l'école normale. Et je pilotais les avions. Vous avez une diversité d'actions, vous étiez curieux de tout. Ah oui, j'ai toujours été... Tout m'intéresse. Si je regarde votre Aito à côté, là, je regarde les feuilles, la manière dont c'est disposé, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Bon, j'ai appris que, par exemple, faire bouillir les petites feuilles de Aito, c'est bon pour le diabète. Je l'apprends. Voilà. Faut faire bouillir, tu prends une poignée, tu mets dans de l'eau, puis tu fais bouillir. Toutes ces choses, j'ai appris avec eux. Bon, et en plus, ma sœur, elle est dans cette partie. Elle-même. Et voilà. Et ce que ma sœur me dit, prends ça, fais ci, mais je suis, parce qu'elle c'est une spécialiste. Et puis elle a le don de ma grand-mère. Ma grand-mère était une personne qui soignait les gens à Toronto. Et tous les gens venaient la voir et c'était le taoua. Donc vous étiez un peu prédisposé familialement, un peu. Voilà. On a ressenti, parce que mon papa aussi était sensible à toutes ces choses. Donc on faisait attention. Voilà. Là maintenant que je suis à la retraite, j'habite à Mitirapa. Si vous venez chez moi, vous allez voir, c'est un farapou. J'ai planté, j'ai fait ce que Oscar a dit. Il faut planter Exactement, et mettre la main dans la terre. L'autonomie alimentaire. Je l'ai fait. C'est ce que j'ai dit à certains. Avant de parler d'indépendance, soyez indépendants chez vous. Ne pas dépendre de qui que ce soit. Je t'ai connue si belle dans les années 60. Aussitôt je t'ai prise et d'emblée pour l'amante. Un seul regard sur toi m'a fait vibrer le cœur et vivre auprès de toi. C'était là mon bonheur. À nous, mais à
le monde super. On brousse les petits bars, déplacer bien des gens. C'était une autre vie et nous vivions contents. Nouvelle-Calédonie, tu fais partie de ma vie et tout comme des amants, ensemble nous vieillirons. La place des cocotiers avec ses barricades, regrouper bien du monde et jusqu'à tard le soir, les chauffeurs attendaient leurs clients de la nuit qui sortaient du Lancy au temps du Tivoli. Mais que reste-t-il donc dans ce joli pays? La ville s'est transformée, elle aussi a grandi. Mon pauvre Nouméa, mais qu'es-tu devenu? J'avoue que bien des fois, je ne te reconnais plus. Bon, mais revenons, vous avez donc maintenant 20 ans, 21 ans. Quand est-ce que vous avez quitté la Nouvelle-Calédonie? Alors, je suis arrivé D'abord, ici. vous avez eu un poste d'enseignant. Voilà, alors, j'ai une chance inouïe. J'appartenais au cadre néo-calédonien. Hein, j'étais cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie. Et quand j'étais à l'école normale, j'avais 2 Mélanésiens qui travaillaient avec moi. Il y avait Sam Léonard, qui est un grand homme politique actuellement, et Wamo Goin, dont le fils fait du slam. Lui, il est décédé maintenant. Mais au moment où j'ai demandé ma mutation ici, lui, il était ministre de l'Éducation en Calédonie. Alors, dans un premier temps, je suis arrivé ici. J'ai été détaché pendant 6 ans. Et à la fin du détachement, je me souviens plus du monsieur qui travaillait avec monsieur Floss. Et je lui dis, j'aimerais bien intégrer le corps d'État, puisque j'ai fait 6 années ici. Hein. Alors, il me dit, écoutez, on va voir ça. Et il s'est trouvé que quelqu'un partait à la retraite et ce poste était libre. Alors il me dit, il n'y a aucun problème, vous allez intégrer, on va vous mettre sur ce poste. Et comment il fallait le faire? Il fallait que je démissionne de mon cadre et en même temps j'intégrais le cadre d'État ici. Et c'est comme ça que je suis. Mais moi j'ai fait une entorse à la loi. Le ministère de l'Éducation nationale a accepté. J'ai fait une entorse, c'est-à-dire que j'ai ouvert quelque chose ici, et beaucoup de Tahitiens qui étaient en Calédonie sont venus ici, ils étaient du corps d'État, ils étaient dans la police, ils ont pu intégrer le corps d'État de la police ici. Parce qu'on ne pouvait pas, On ne peut pas. Il n'y a pas de texte qui dit d'un territoire à un autre territoire, ça n'existe pas. Mais j'ai fait une entorse à la loi, et on a accepté. Alors, ces années d'enseignement en Nouvelle-Calédonie, vous avez vu petit à petit évoluer la situation, ou vous avez vécu ces années avec bonheur tout le temps? Alors, j'ai vécu, je peux dire que j'ai été très heureux en Nouvelle-Calédonie, très très heureux. Et puis petit à petit, la politique a dégradé un peu, je dirais, le bonheur et être bien en Calédonie. Ça s'est dégradé. Quand monsieur Nido Gneslin est arrivé, il a revendiqué des choses et c'était très 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 dur. Et les exactions ont commencé en 69. Ça a été malheureux parce que on pouvait régler le problème d'une manière simple, sans destruction. Je me souviens qu'en 69, je me souviens, j'étais dans la rue à cette époque-là et j'étais venu, j'avais vu tout ce monde, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Et je rencontre un copain mélanésien, je dis qu'est-ce qui se passe? Ils ont enfermé notre chef. Vous savez, un chef en Calédonie, attention, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne les touchez pas.
Mais ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Et alors là, tous ceux de Marais, Lifou étaient là dans la rue. Puis à un moment, ils ont ouvert les portes du commissariat pour les charger. Bon, ils se sont sauvés, mais quand ils sont revenus, ils ont détruit la ville. Ils ont tout cassé. Ils ont même mis le feu aux grands magasins. Ils ont renversé des voitures. Ils ont brûlé des voitures. C'était la première fois que je voyais ça. J'avais jamais vu ça. On a toujours vécu en paix. Il n'y a jamais eu d'exaction, rien. Ben, ça a commencé à dégénérer jusqu'à aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, je suis allé dernièrement avec une de mes cousines à Coné voir son fils. Et quand on est revenu, on est passé par Wailou. Et de Wailou, on est passé par les montagnes pour descendre à Kouawa. Et c'est là que j'ai découvert ce qui se passait. J'avais pas vu, j'avais pas la notion de ce qui se passait. Ils allaient voler les voitures des pauvres ouvriers. Ils faisaient du gymkhana avec ça et ils abîmaient. Une fois que c'était abîmé, ils amenaient là-haut et ils brûlaient la voiture. Et bien, quand on est descendu cette montagne, toutes les voitures brûlaient tout le long de la route jusqu'en bas. Maintenant, par exemple, on peut pas passer à Saint-Louis. Ils vous tirent dessus. Alors moi, par exemple, qui étais directeur d'école au Mont d'Or, j'avais jamais vu ça à l'époque. Et bien maintenant, on ne peut plus aller au Mont d'Or parce qu'il y a des histoires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les collègues se reviennent vers le centre-ville. Il y a trop de choses qui se passent dont on n'arrive pas à comprendre. Et puis les jeunes, on n'arrive plus à les contrôler. Les vieux n'arrivent plus... Avant, quand un vieux Kanak parlait, c'était l'obéissance totale. Là, c'est fini. Il n'y a plus. Là, c'est débridé. Bon, mais je vais quand même là, je suis revenu de Calédonie il y a 3 semaines. Bon, ben, c'est triste. Vous avez quand même vos amis, vous avez quand même... Mais c'est triste. Quand on va là-bas, c'est triste. Il n'y a plus la gaieté. Surtout pour vous qui avez connu voilà. des années de tolérance, de communauté... C'était le bonheur. Harmonieuse, et tout d'un coup, ces dissensions, cette violence... Dans l'école à l'époque, mais il n'y avait pas d'histoire. Pas d'histoire. Et maintenant, la moindre chose, tout le monde fait attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ben, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Il faudrait changer. Il faudrait que vous acceptiez les uns les autres. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Vous alliez dans les tribus, vous faisiez la coutume? Oui, oui. J'allais, par exemple, quand j'étais directeur au Mont d'Or, toutes mes femmes de service, elles venaient de Saint-Louis. C'est la tribu qui bouge énormément. J'avais même les enfants des chefs qui venaient dans mon école. Alors, vous savez, j'ai pu comprendre certaines choses. Quand j'ai pris mes fonctions de directeur au Mont d'Or, à la fin de l'année, j'ai fait un repas. Avec les femmes de service, on a tout préparé. J'ai commandé le repas, tout. J'ai dit, bon, ok, j'avais dit à mes instituts, on va manger, puisqu'après, on partait en vacances. Alors, je dis à mes femmes de service, elles disent, ah ben voilà, chef. Oui, parce qu'on m'a toujours appelé chef, je sais pas pourquoi. Voilà, chef, on a tout terminé, nous, on rentre, là. Je dis, non, vous ne partez pas. Vous restez, on va manger. Ah non, on peut pas. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que nous, on est des Kanaks. Je dis, attends. Je dis, regarde-moi d'abord. Est-ce que j'ai 2 yeux? Oui. Est-ce que j'ai 2 oreilles? Oui. Est-ce que j'ai une bouche? Oui. Est-ce que j'ai une tête? Oui. Toi, est-ce que tu as 2 yeux? Et ainsi de suite. Mais je dis, alors, je vois pas quel est le problème. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors maintenant, vous allez vous mettre à table et vous allez vous mettre à côté de moi. Je ne veux pas d'instit à côté de moi. Je veux vous. Alors elles ont pleuré. Elle me dit, chef, jusqu'à maintenant, on ne nous a jamais invités. Il fallait qu'on fasse le travail et après, il fallait qu'on s'en aille. Ah bon? Je dis non. Chez moi, vous allez venir. Vous avez travaillé toute l'année avec moi. Vous vous êtes occupé de mes élèves.
c'est la moindre des choses, c'est que vous faites partie de l'équipe de l'école. Bon, elles sont allées m'acheter un cadeau. Alors, je me souviens, elles sont venues avec 2 bouteilles de whisky, en pensant que je buvais. Alors je leur dis, mais moi je bois pas, hein. Je suis mormon, je bois pas. J'ai dit, vous allez reprendre les bouteilles, vous allez emmener chez vous. Parce que ça a coûté cher. C'était cher pour le peu de salaire qu'elles avaient. J'ai dit non. Il a fallu que en cachette, dans une enveloppe, j'ai dit, cette enveloppe, vous l'ouvrez chez vous. C'est une enveloppe avec une lettre de remerciement. Je leur ai mis à chacun 1000 francs, parce qu'à la bouteille, il devait coûter 1000 quelque chose. Donc, j'ai participé un peu à l'achat. J'ai dit, vous ramenez tout ça, et puis n'ouvrez pas ça maintenant, vous allez l'ouvrir que quand vous serez à la tribu. Quand elles sont revenues des vacances, elles m'ont dit, ah non, chef, t'as trop fait. On n'a jamais eu l'habitude. Les Blancs, ils font pas ça. C'est comme ça qu'on parlait là-bas. Nous, on a eu un chef blanc, mais il nous a jamais considérés comme toi. Toi, t'es un blanc, mais t'es pas comme les autres blancs. Peut-être parce que vous étiez polynésien. Voilà. Et je leur ai dit, ça c'est mon côté tahitien, mon côté polynésien. Emmène-moi sur cette plage chère à mon cœur, mon île de lumière. Je veux voir le rivage, sentir la douceur des parfums des belles sirènes. Mélodie de reine, emmène-moi sur ton canot. Mélodie de reine, berce-moi sur ta musique. Oh, yeah. Oh, yeah. Bailer, popiner, oh, 1000 couleurs, amour sans frontières. Tes promesses, tes caresses, bonne oui, une fleur de minuit. Mélodie de reine, emmène-moi sur ton canot. Mélodie de reine, berce-moi sur ta musique. Dormi sur ma Polynésie. Journey to my Mélanésie. Océanie, Mama Océanie. Nous sommes des Océaniens, nous sommes des Iliens, et nous avons tous ce truc-là. Je dis, quand je vais chez vous, durant les événements, parce qu'il y a eu un moment où on ne pouvait plus aller au Mont d'Or, hein, ils avaient bloqué les routes, ils nous tiraient à coups de fusil. Vous savez, moi je venais avec ma voiture, tout le monde, je sais pas, ils avaient dû donner comment dirais-je, Passer le mot. oui, passer le mot. La voiture de notre chef, c'est ça. J'étais le seul qui allait encore dans la tribu pour aller voir mes femmes de service, pour aller acheter mes légumes et tout ça. Mais je rentrais, je sortais, ou je traversais, on me faisait rien. Et ma femme qui allait à la chapelle des fois le dimanche, avec ma toute petite qui avait quel âge, 3 ans ou 4 ans, eh ben, rien. On n'a jamais été embêtés. Et je me souviens, nous sommes allés dans le Nord. Mes collègues qui allaient, les conseillers pédagogiques qui étaient racistes, hein, ils y allaient, ils revenaient, ils avaient eu la voiture caillassée, entièrement abîmée. Alors que moi, j'allais jusqu'à Yingen, tout ça, c'était chaud ces coins-là. On allait à la plage, tout ça, jamais embêté. Jamais vous avez été ennuyé. C'est simple, j'arrivais à Tchamba. Alors, pourquoi je dis Tchamba? Parce que c'est comment dirais-je, au niveau, je dirais langue, parce que la langue vernaculaire de cette région jusqu'à
Yengen, c'est le Tiamouki. Les gosses qui étaient là, les jeunes qui étaient là, que j'ai eu en classe, faisaient, et quand j'arrivais à Pointe-Dimier, tout le monde savait que j'étais arrivé. Parce qu'il y a un langage qui se passe par les gestes que j'avais appris avec eux. Et partout où j'allais, je disais rien. C'était le radio Gautier Oui, particulier. c'est extraordinaire. Moi, j'ai appris ce langage. On parle avec les gestes, et comme ça, et on se comprend. On n'a pas besoin de parler. Et j'étais, mais avec eux. Alors, quand j'étais à Pointe-Dimier, je touchais un très bon salaire, ok? J'avais pris une femme de ménage chez moi, une mélanésienne. Elle faisait tout. Mon ménage, la cuisine, tout. Alors, on mangeait, et après, je disais, bon, écoute, tu prends tout le reste, tu pars à la tribu avec tout le reste de la nourriture. Puis, un jour, je dis, tiens, je descends en ville. Alors, j'avais une camionnette, très grande camionnette 4x4. Je pars, et puis... Alors, à cette époque-là, il faut que je dise, pour aller jusqu'à Nouméa, il faut compter 10 heures de route. Parce que c'était une piste, on n'avait pas de goudron. Il y avait que 120 km de goudron jusqu'à Moindou. C'est Nouméa, Moindou, puis après, on attaquait la piste, hein, comme en Afrique du reste. Et bon, moi, j'avais une camionnette solide, une Toyota, et j'allais. Alors, je partais à 5 heures, j'arrivais à 2 heures du matin, chez moi. Je dormais, ma mère me réveillait à 7 heures et je partais faire mes courses pour acheter du matériel pédagogique et tout. Et en même temps, j'allais acheter pour la tribu, pour ma femme de ménage, dans la tribu, était pas loin de Pointe-Dimier, des sacs de riz, c'était pas cher. Alors j'allais acheter. Je remplissais ma benne de sacs de riz, sacs de sucre, farine, et puis du tabac bâton. Alors c'est des grosses boîtes comme ça. Le tabac bâton, alors qu'est-ce que c'est? C'est du tabac que les Kanaks ont l'habitude de priser. Ils fument ça dans la pipe. Et ça fait partie de la coutume chez eux, le tabac bâton. J'achetais tout ça, puis je revenais avec. Et puis j'arrivais à la tribu, je déposais. Et je disais au chef, voilà, tu partages avec les personnes qui sont là. Bon, ma femme de service, à elle, je nous mettais à part. Et puis quand elle rentrait chez elle, je venais avec la voiture, je déposais chez elle. Donc elle avait son sac de riz, son sac de sucre, son sac de farine, tout ce qu'elle voulait. Voilà. Vous étiez adopté complètement. Ah oui, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de problème avec les Mélanésiens. Jamais. La semaine prochaine, Stanley, vous nous emmènerez à Tahiti, où vous retrouvez un poste d'enseignant. Merci de nous avoir offert ces souvenirs calédoniens. Et merci aussi à Touy Valambert qui a réalisé cette émission.